Bonjour à tous, toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de l'INJEP qui est consacrée au dernier numéro d'Agora. Je suis Augustin Vicard, le directeur de l'INJEP. Et donc, je vais dire quelques mots d'introduction, notamment pour vous présenter l'INJEP, que vous ne connaissez peut-être pas encore toutes et tous. Pour vous dire qu'à l'INJEP, on produit des études, de l'évaluation, des statistiques, sur 4 thématiques, la jeunesse, évidemment, l'éducation populaire, vous le savez, mais aussi les pratiques sportives et la vie associative. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce qu'on produit, je vous renvoie vers nos réseaux sociaux, vers notre site web pour vous permettre de découvrir nos intéressantes productions. Je voulais juste profiter de ce mot d'introduction pour remercier François Sarfati, Julie Couronné d'avoir coordonné ce numéro et nous permettre justement d'avoir cette intéressante discussion aujourd'hui. Je vois que vous êtes venus nombreux, donc vous aussi, vous avez envie, comme nous, après 2 années éprouvantes, de prendre le temps du débat, prendre le temps de pouvoir discuter avec nous de ces résultats de recherche. Et ces résultats de recherche, j'en profite aussi pour remercier nos autres intervenants. Ces résultats de recherche, pour moi, ils sont particulièrement intéressants, importants maintenant. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a de nouveaux dispositifs qui sont mis en place pour les jeunes vulnérables, notamment le CEJ, dont vous avez tous entendu parler, qui a comme ambition, parmi d'autres, d'aller chercher les jeunes invisibles. Et je pense qu'avant de travailler à cette thématique, c'est intéressant de se tourner vers des résultats de recherche qui, justement, essayent de questionner leur rapport, déjà de savoir qui sont ces jeunes invisibles, est-ce qu'ils sont si invisibles que ça, ou est-ce que finalement ils ont été revus par des institutions, ce que montreront peut-être nos collègues tout à l'heure. Et de la même façon, comment on doit travailler auprès de ce public. L'autre intérêt, je trouve, de ce numéro d'Agora, c'est de pouvoir avoir un regard un peu transversal sur ces jeunes, ces jeunesses vulnérables. Nous, à l'INJEP, on a l'habitude de travailler, par exemple, sur les jeunes placés, par exemple, sur les jeunes migrants, par exemple sur les jeunes incarcérés, mais peut-être pas suffisamment de faire un lien, d'avoir un regard transversal sur l'ensemble de ces populations, de ces jeunesses. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ça sera l'occasion d'avoir ce regard transversal et cet éclairage. Et je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je veux laisser le loisir à tout un chacun de débattre, d'échanger, comme je le disais auparavant. Mais je voudrais juste souligner hors dossier un dossier qui me paraît, un éclairage, un article qui me paraît particulièrement intéressant parce qu'on travaille aussi sur les pratiques sportives. Donc je voulais aussi vous le signaler, n'hésitez pas à aller le voir, sur les représentations des jeunes adolescentes sportives dans les films, à l'écran. Et je trouve que c'est particulièrement stimulant et intéressant. Donc n'hésitez pas non plus, en dehors de ce que vous allez pouvoir découvrir ce soir, à aller le consulter. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence débat. Je remercie à nouveau l'ensemble des intervenants. Et je cède, je crois, la parole à Yael. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Yael Amsalem Mingui et je suis rédactrice en chef de la revue Agora Débat Jeunesse avec ma collègue que vous avez croisée forcément puisque vous êtes passée par l'entrée, Marianne Autin, qui est aussi rédactrice en chef mais qui, là, est plutôt dans l'ombre du travail de la revue. C'est une revue qui sort 3 fois par an et qui a pour objectif de traiter des questions de jeunesse, d'animation socioculturelle et d'éducation populaire et de politique de jeunesse. Et donc, c'est dans cette idée-là qu'on accueille des dossiers thématiques très régulièrement qui donnent lieu à des appels à contribution. Donc, on fait des appels à projets d'articles à la communauté de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales. Et puis, après, il y a des processus de sélection, des processus d'évaluation d'articles jusqu'à leur publication et leur arrivée sous format papier et numérique de la revue quand elle existe en vrai. L'idée de cette revue-là et des conférences débats, c'est de se dire qu'à chaque conférence débat, à chaque dossier, en fait, on ne traite pas de l'exhaustivité de ce qu'on pourrait dire là typiquement sur les parcours des jeunes en institution, mais on va rendre compte souvent de travaux de terrain très récents qui sont publiés pour une première fois ou dans les premiers résultats, ou dans des résultats confirmés, mais qui sont des nouvelles exploitations de recherche. L'idée de la conférence débat, c'est d'aller au-delà du dossier. Donc c'est pour ça que les 2 coordinateurs, coordinatrices, donc François Sarfati et Julie Couronné, vont avoir la lourde tâche que de résumer un peu l'histoire de ce dossier et puis qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dedans. Et puis ensuite, on a demandé à 3 personnes de lire le dossier et de partir de leur propre expertise pour rendre compte
de comment ça fait écho à leurs propres travaux, à leur propre parcours professionnel et quels skills et elles retrouvent finalement dans ce dossier-là. Et donc pour cette occasion, on a Laurent Soligny, qui est maître de conférence à l'université de Montpellier, qui discutera en premier. Ensuite, il y aura Annelise Velu, qui est à l'association Article 1. Et puis enfin, Jérôme Lardeux, qui est directeur en ITEP. Et l'idée vraiment, c'est de continuer de discuter ce numéro, et puis après de donner la parole à la salle, puisque ça s'appelle conférence débat. Il y a une partie débat, où là, forcément, il y aura le temps vide, où je vais dire, est-ce que quelqu'un a une première question? Et là, c'est toujours difficile, mais en fait, ça se passe toujours très bien. Et il y a toujours quelqu'un qui a la première question, et puis après, il y a plein de questions, et après, j'ai le sale boulot de dire, et là, il faut s'arrêter. La revue, c'est une revue qui sort donc 3 fois par an, et les prochains numéros porteront sur les politiques locales de jeunesse. Celui-là, il sortira à la Toussaint fin octobre, début novembre, et le numéro d'après sur les quartiers politiques de la ville et la place des jeunes dans les quartiers politiques de la ville. Donc voilà un peu pour vous donner une idée. Le numéro suivant portera sur la jeunesse en Outre-mer ou les jeunesses en Outre-mer, ou en tout cas la question de la place des jeunes dans les positions ultramarines. Donc voilà, sans continuer plus longuement, je vais tout de suite céder la parole à François et Julie, avec, on va dire, le côté pas forcément très poli parfois de donner un petit papier. Alors je ne suis pas au collège et je leur échange pas des petits mots. C'est juste souvent pour dire qu'il leur reste peu de temps et qu'il va falloir conclure. Donc le prenez pas mal, vous ratez rien comme information. C'est juste que j'ai la lourde tâche aussi de chronométrer et de permettre à chacune et chacun que ça se termine comme on avait programmé à 19h00. Voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous d'être venus là ce soir. Et puis c'est parti, Julie, je te laisse la parole. Merci Yael. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, avec François, on est très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous présenter ce beau numéro. En tout cas, on croit qu'il est beau, qui s'appelle Parcours de jeunes en institution. On tenait à remercier l'ensemble des auteurs et des autrices qui ont contribué à ce numéro. Certains et certaines sont dans la salle, on les salue chaleureusement. On tenait aussi également à remercier vous trois qui êtes là et qui avez pris le temps de lire le numéro, et aussi une spéciale dédicace quand même pour Yael et Marianne pour vos échanges et nous avoir accompagnés du moment où on a eu l'idée de cet numéro à sa mise en ligne sur Caen. Alors l'histoire de ce numéro avec François, on a eu l'idée de coordonner ce dossier suite aux différentes enquêtes de terrain qu'on mène depuis une dizaine d'années, que ce soit sur le terrain scolaire, avec la prise en charge de l'absentisme scolaire, que ce soit sur l'armée, que ce soit plus récemment sur la garantie jeune en mission locale. La garantie jeune, c'est un dispositif d'insertion qui est mis en place par les missions locales, et comme l'a évoqué Augustin, qui a été remplacé récemment par le CEJ ou le CEJ, ça dépend comment on le prononce, le contrat d'engagement jeune. Et au moment où on enquête sur la garantie jeune, au moment où ce dispositif est mis en place, on avait pour but d'analyser les parcours de ces jeunes qui rentrent dans ce dispositif et de les caractériser, de comprendre qui étaient ces jeunes qui rentraient en garantie jeune. Eh bien, ce que nous avions observé à l'époque, c'est qu'avant leur entrée dans ce dispositif, une grande partie de ces jeunes avaient été déjà pris en charge par d'autres dispositifs, et notamment les dispositifs de protection de l'enfance, mais aussi des dispositifs d'insertion. Et de la même manière, à leur sortie, nous avions constaté qu'une partie de ces jeunes enchaînait avec un autre dispositif. Et on constate déjà à cette époque que certains jeunes, mais pas n'importe quels jeunes, surtout des jeunes issus des classes populaires les plus précaires, passent d'un dispositif à un autre, d'une institution à une autre, pendant de nombreuses années, et certains voire depuis le berceau. Alors que les pouvoirs publics aujourd'hui ne cessent d'appeler au repérage des invisibles, nous, avec François, on s'est intéressé au contraire à ces jeunes, à celles et ceux qui sont ultra visibles des institutions et qui vont passer d'une institution à une autre pendant de nombreuses années. Et puis récemment, j'ai mené une enquête à l'INJEP sur les parcours de jeunes qui sont hébergés en foyer de jeunes travailleurs. Et j'ai fait la connaissance de Dylan. Alors Dylan, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, au moment de l'entretien, il est agent polyvalent au sein d'une grande enseigne de restauration rapide. Il est titulaire d'un CAP restauration et il vit dans un appartement d'une 15aine de mètres carrés, un appartement qui est situé
au sein d'un foyer de jeunes travailleurs, lui-même situé dans une zone industrielle située à 40 km de Paris. Donc je vais vous projeter une photo. Voilà, cette photo, je l'ai prise avec son autorisation, bien entendu, parce que je réalise un entretien à saut domicile, un soir de semaine. Et au cours de l'entretien, pendant l'entretien, j'enregistre et je le fais parler. C'est un échange, une conversation avec lui sur son parcours, sur les raisons qui l'ont amené au foyer de jeunes travailleurs. Et je suis interpellée par deux choses. La première, pendant l'entretien, c'est la manière dont Dylan a réinvesti son logement pour le transformer en studio d'enregistrement, car la musique, c'est sa passion, je reprends ses mots. Et une fois que le dictaphone est coupé, il tient absolument à éteindre la lumière et à me montrer la manière dont la chambre se transforme en studio de musique. Et toute une partie de l'entretien a consisté à rendre compte du rôle de la musique dans son parcours, un projet qui lui-même a été initié par des éducateurs et des éducatrices de la protection de l'enfance. Alors, je pourrais développer longtemps sur ce point et ça serait passionnant, mais ce n'est pas tout à fait l'objet de ce qui nous intéresse ce soir. Ce soir, c'est le deuxième élément. La deuxième chose par laquelle je suis interpellée, ce sont les deux peluches disposées sur le meuble blanc en bas à droite. Je suis interpellée par ces deux peluches qui, moi, me semblent être des objets enfantins mis en valeur dans l'espace intérieur d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. De ma place d'observatrice, moi, j'y vois un certain décalage. Et de manière un petit peu maladroite, je lui demande en off, une fois que l'entretien est coupé, elles sont jolies ces peluches. Et là, il me confie que la première est un cadeau d'une éducatrice spécialisée qu'il a rencontrée pendant son premier placement dans un foyer de protection de l'enfance. Et la seconde est un cadeau offert par la femme du ménage du second foyer de protection de l'enfance qu'il a côtoyé. Donc là, j'étais face à deux souvenirs de l'enfance de Dylan, à deux souvenirs de son adolescence, face à deux traces de son parcours en institution, placées en plein cœur de son studio, devant moi alors que je réalise un entretien pendant 2 heures, au sein d'un studio qui est lui-même situé dans une structure d'insertion, un foyer de jeunes travailleurs. Alors, que nous dit la situation individuelle de Dylan ? Eh bien, elle nous dit qu'il a fréquenté une succession d'institutions dans lesquelles il a noué des relations avec des intervenants et des intervenantes de différentes natures, et parfois il a noué des relations affectives qui ont fait l'objet d'un cadeau, comme une peluche, par les adultes qui l'ont encadré. Pendant l'entretien, Dylan a quand même du mal à reconstituer les différents passages en institution, les différents sigles des services qu'il a côtoyés, les différents noms des acteurs qu'il a côtoyés. Il évoque une assistante sociale, des éducateurs et des éducatrices du foyer de protection de l'enfance, un juge pour enfants, mais souvent de manière confuse. Et le cas de Dylan nous invite à nous poser toute une série de questions auxquelles le dossier qu'on vous présente ce soir tente de répondre. Alors, quel rôle jouent les dispositifs et les professionnels sur les parcours de ces jeunes, pour la plupart issus des classes populaires les plus précaires ? En quoi la multiplication du nombre d'institutions par lesquelles ces jeunes passent contribue-t-il à les définir comme des jeunes en difficulté ou des jeunes vulnérables, selon le vocable qu'on emploie ? Et comme le résument très justement Antoine Dulin et Célia Véraud, les jeunes passent d'une case administrative à une autre, statut qui les protège, mais aussi les enferme, crée des ruptures de prise en charge et font de la jeunesse un parcours d'obstacles. Et donc on voit ces jeunes, on observe ces jeunes qui circulent dans un maquis de droit, pour reprendre les mots de Léa Lima, et ils vont circuler dans des dispositifs qui vont chercher à résoudre des problèmes de nature différente, que ce soit des difficultés d'insertion, des difficultés d'ordre scolaire, des problèmes de santé, de la maltraitance, etc. Et avec François, ce qu'on a essayé de théoriser un petit peu, c'est cette accumulation de dispositifs, elle a des effets. Elle a des effets sur leur parcours et elle a des effets sur la manière dont ils vont se représenter, leur place au sein de notre société. On a identifié au moins 3 effets. Le premier, c'est l'illisibilité du système d'aide. Vers qui on se tourne pour exprimer un besoin, comment on se repère dans un univers peuplé de sigles ou d'acronymes, tous moins explicites les uns que les autres, et qui en plus changent régulièrement de nom. Comment faire pour savoir
à quoi l'on a droit quand les dispositifs municipaux s'ajoutent à des dispositifs régionaux, qui eux-mêmes s'ajoutent à des dispositifs départementaux, qui s'ajoutent à des dispositifs nationaux. Le deuxième effet, c'est que cette multiplicité des dispositifs, elle produit du non-recours. Et elle va laisser à l'écart des jeunes qui auraient pu améliorer leur situation. Mais l'illisibilité produit de la non-information. Cette non-information, elle a déjà été renseignée assez fortement par tous les travaux qui travaillent sur le non-recours, et notamment les travaux de Philippe Varin. Et quand la cartographie des droits reste illisible, elle laisse une part importante des destinataires potentiels à l'égard des chemins du droit, expression que j'emprunte à Claire Deville et que je trouve très juste. Et enfin, troisième effet, l'accumulation des dispositifs va produire des sortes de ballottage, des sortes de déplacements de dispositif en dispositif. Dans la mesure où un dispositif n'est pas en mesure de résoudre l'ensemble des difficultés des jeunes. Pourquoi? Parce que ces difficultés, elles sont souvent multiples et elles sont souvent ancrées dans leur trajectoire depuis longtemps. Et donc leurs parcours vont être faits de passage d'institution en institution, pour assurer à la fois un minimum de ressources et d'aide afin de faire face autant que possible à leurs difficultés. Et donc, ces jeunes vont s'habituer à nouer, puis à défaire des relations construites avec des professionnels, mais aussi avec les autres jeunes qu'ils rencontrent au moment où ils sont dans ces dispositifs. Et ils vont s'habituer à endosser le statut de personnes en difficulté ou de personnes vulnérables. Et pour certains, ils vont déployer beaucoup d'énergie à se détacher de l'attribut qui serait le plus négatif à leur égard, c'est celui de cassos. Je vais tout faire pour ne pas être considéré comme un cassos. Alors concrètement, ça signifie quoi pour ces jeunes de passer d'un dispositif à un autre? Eh bien, ça signifie qu'ils ne cessent, pendant une partie de leur vie, de devoir répondre à tout un ensemble d'injonctions. Se raconter, justifier de sa motivation, monter des dossiers administratifs, apporter des pièces justificatives. Ils sont soumis à la logique du projet professionnel, à l'injonction à être autonomes. Ils négocient leurs droits sociaux au guichet des services publics. Ils s'actualisent et se réactualisent sur les différents sites internet de la fonction publique. Ils sont soumis à la contractualisation ou encore à travailler leur employabilité encore et encore. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, je précise que ce n'est pas forcément le cas dans les articles qui ont contribué au numéro, mais tous les jeunes ne sont pas non plus des réceptacles passifs des politiques publiques. Certains vont manifester des formes d'autonomie à l'égard de l'accompagnement qu'ils ont reçu, et pour certains, les relations qu'ils entretiennent peuvent être de véritables ressources économiques, symboliques et sociales, et certains arrivent à sortir leur épingle du jeu. Pas tous, mais certains. Alors, cette expérience des dispositifs, ces parcours institutionnalisés, comme on les a appelés, s'observent également, et ça c'était assez drôle, dans la manière dont les jeunes nous perçoivent sur le terrain, nous, les sociologues. Avec Françoise, si on est quand même, il me semble, assez vigilant à expliquer de manière la plus pédagogique possible qui nous sommes aux jeunes que nous côtoyons quand nous sommes sur le terrain dans ces dispositifs, nous sommes très souvent associés à des travailleurs sociaux, à des assistantes sociales, à des psychologues, dans certains cas même à des policiers de la BAC ou de la brigade des mineurs. Je dois quand même avouer que c'est plus souvent François qui est associé à un policier que moi, mais en tout cas, ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est pas anodin. Et c'est le reflet d'une expérience sociale, c'est le reflet de leur expérience sociale, celle d'être convoqués à des rendez-vous, à des entretiens plus ou moins obligatoires. Et les jeunes que nous avons rencontrés côtoient ou ont côtoyé des dizaines d'intervenants et d'intervenantes. Ils ont côtoyé des juges pour enfants, des éducateurs et des éducatrices de la PJJ, de l'aide sociale à l'enfance, des assistantes sociales de secteur, des assistantes sociales scolaires, des conseillers d'insertion en mission locale, des chargés d'accompagnement à FJT. La liste est longue et parfois ces interventions se succèdent et parfois elles coexistent. Alors au cours de ce numéro, nous avons donc essayé d'analyser les parcours de ces jeunes. On a essayé d'analyser la manière dont ils perçoivent l'accompagnement qu'ils ont reçu et leur expérience de ces dispositifs. Voilà, je vais laisser la parole à François qui va rentrer un peu plus dans le contenu du numéro. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Je me joins à ce que disait Julie pour dire que moi aussi
J'ai un très grand plaisir à être avec vous pour échanger sur ce travail. Très grand plaisir parce qu'en effet, ça pose des tas de questions et ça pose des tas de questions à plein d'acteurs différents. Ça pose des questions aux acteurs des politiques de jeunesse, ça pose des questions aux professionnels de jeunesse, et puis évidemment, ça nous pose des questions en tant que sociologue, et notamment, je rebondirai sur ce que disait Julie à l'instant, Au fond, quand vous commencez un entretien avec un jeune, après lui avoir dit que vous êtes sociologue, ce qu'il va vous raconter n'aura pas d'effet sur sa situation, à l'avoir assuré de l'anonymat, de la confidentialité des propos. C'est intéressant comme point de départ, et en même temps, très souvent, on voit très bien que très souvent, finalement, cette situation d'être jeune face à un adulte, c'est d'ailleurs toujours intéressant cette expression, parce qu'en gros, les jeunes auxquels on s'intéresse sont très souvent, ou en tout cas, des jeunes adultes, et en tout cas, eux, ils sont habitués à se retrouver face à quelqu'un qui représente quelque chose, il ne sait pas quoi. Et par certains aspects, ce qui nous a le plus frappé dans les enquêtes qu'on a fait ensemble et qu'on retrouve aussi sous la plume des auteurs, c'est le fait qu'un certain nombre de ces jeunes arrivent à se livrer très très facilement, presque parfois un peu mécaniquement, parce qu'en fait, cette injonction biographique à laquelle ils sont soumis, c'est-à-dire la nécessité que les institutions fassent pour eux de décrire leur parcours, d'où ils viennent, qu'est-ce qui leur est arrivé, comment ils en sont arrivés là, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés, pour avoir la possibilité de revendiquer tel ou tel accès à tel ou tel dispositif, à telle ou telle institution, à tel ou tel droit. Au fond, cette injonction biographique, elle se retrouve dans cette scène, dans cette même scène, et on a des gens qui nous racontent des choses, parfois des choses très fortes, parfois des choses très dures, parfois au bout de 4 minutes 30, l'entretien démarre à peine, et on a un jeune ou une jeune qui raconte un truc, une situation qui peut être extrêmement traumatisante, extrêmement difficile, qu'on aurait pu imaginer être confiée à la fin d'un entretien très long, quand la confiance était là, et là en fait non. On a des jeunes qui, au-delà de la confiance, sont tellement habitués à être des gibiers d'injonctions biographiques qu'ils se livrent tout de suite, Et c'est particulièrement étonnant, c'est particulièrement étrange, et ça veut dire aussi le peu de cas qu'on fait collectivement de l'intimité de ces jeunes, de l'intimité de ces jeunes en difficulté à qui on passe leur temps à les radiographier, on passe leur temps à les mettre à nu, et ils sont obligés de répondre pour pouvoir accéder à quelque chose. Alors c'est troublant dans notre pratique de sociologue, mais c'est aussi troublant parce que ça, à notre avis, ça pose aussi une question pour les professionnels de savoir comment continuer à travailler, et c'est des questions que les professionnels évidemment se posent beaucoup, mais comment continuer à travailler pour savoir suffisamment de choses, mais en même temps laisser des marges d'autonomie. Souvenez-vous quand même qu'une partie de ces dispositifs prétendent conduire à l'autonomie, permettre à ces jeunes d'accéder à l'autonomie, et on peut se poser une première question, c'est de quelle autonomie parle-t-on quand on doit passer son temps à se retrouver à poil, en public. On n'est plus très autonome, on est surtout en situation d'être jugé et d'être regardé comme affaibli. Le numéro, on en est très fiers avec Julie parce que pour répondre à une série de questions qui ont été évoquées, on a plein d'auteurs qui sont venus nous voir en nous proposant des textes, et plein d'auteurs qui sont venus nous voir, et moi j'ai une attention tout à fait particulière à un élément, c'est que parmi les auteurs définitifs de ce numéro, il y a des auteurs qui travaillent depuis très longtemps ces questions de solidarité, ces questions d'insertion. Il y a des auteurs qui sont plutôt sur des travaux plus récents, des débuts de thèse, des thèses en cours. Et puis, il y a à la fois des approches ethnographiques, des approches plus classiques par entretien, et puis des approches quantitatives. Et c'est vrai que pour être attentif à la pluralité des sources, à la pluralité des formes d'enquête, et pour éviter de se laisser aveugler par... si je pense aux travaux de mes amis économistes, parfois on se laisse un peu aveugler par l'indicateur, On est passé de plus 12 à plus 18, on a l'impression que c'est une très grande réussite du dispositif parce qu'il y a 6 points d'écart. Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes concernés? Je sais pas. Et donc voilà, il y a ce truc qui nous a tenu à cœur dans ce dossier, c'est d'avoir des
des approches méthodologiques différentes et des niveaux d'intervention très, très différentes. Je ne vais pas être très long, je vais dire 2 mots. Un mot pour évoquer les différents papiers, et puis je reviendrai sur un autre élément. Un premier papier donc signé par Nicolas Duvoux et Nadège Vézina, qui s'intéresse à un dispositif expérimental intitulé L'école des plombiers, et qui est au fond un papier sur un dispositif qui vise à former, à mettre en emploi des jeunes gens, avec un paradoxe soulevé dans le papier autour de l'institutionnalisation d'un parcours individualisé, ou comment finalement ces institutions sont sommées à individualiser leur intervention et en même temps, par définition, s'institutionnaliser, c'est s'adresser au plus grand nombre. Un deuxième article, rédigé par Isabelle Fréchon et Pascal Détrich-Ragon, à partir d'un dispositif d'enquête statistique longitudinale qui existe depuis un moment, autour de parcours d'enfants placés à l'ASE et de la manière dont ces jeunes se figurent l'institution et l'évolution de ces représentations de l'institution au cours du temps. Un troisième papier, celui de Marie Lesage et Marianne Woulven, qui s'intéresse au nomadisme institutionnel et qui revient notamment de manière très forte sur la façon dont chaque institution utilise comme outil de travail dans l'accompagnement de ces jeunes la notion de projet, parce qu'on ne considère pas les jeunes comme par des objets, mais on les imagine qu'ils vont pouvoir être acteurs de leur parcours, acteurs de leur projet, et donc on passe beaucoup de temps dans toutes ces institutions à mettre les jeunes en projet, à les mettre en mouvement. Si on s'intéresse aux questions de politique de l'emploi, on pourrait dire on s'intéresse aussi à les activer, à une politique, une espèce de forme d'activation de la jeunesse, c'est la politique du projet. Et au fond, ce que note très bien, me semble-t-il, Marie Lesage et Marianne Woulven, c'est cette idée que, comme ils passent d'institution en institution, ils passent leur temps à réinventer un nouveau projet, mais comme le projet nouveau de la nouvelle institution dans laquelle ils sont a des règles du jeu un peu différentes, ils passent leur temps à réinventer des projets un peu différents les uns des autres, et parfois un peu contradictoires. Et quand je voyais cette contradiction, ça me rappelait très fortement des jeunes qu'on a croisés tous les deux, qui étaient en mission locale et qui disaient « Moi, c'est la 7e fois que je fais un atelier CV. Il n'y a jamais eu un seul accompagnateur qui m'a donné le même tuyau. Et à chaque fois, j'arrivais avec un nouveau CV et le précédent me disait il est dégueulasse, ça va pas du tout, il faut recommencer, il faut tout recommencer. » Et cette injonction, cette série d'injonctions institutionnelles permanentes, ça fabrique ça. Ça fabrique une espèce de sentiment d'insécurité profond qui est qu'au fond, on ne fait jamais ce qu'il faut, on n'est jamais là au bon endroit, on n'est jamais là au bon moment, on n'a jamais complètement répondu aux attentes. Enfin, un dernier papier qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressé, je vais revenir sur un élément de méthodologie qui est aussi celui donc de Cléo Marmier, qui s'intéresse à une question tout à fait épineuse qui est celle des mineurs non accompagnés. Et dans cette affaire-là, elle fait un truc qu'on fait rarement, elle a eu la possibilité, elle s'est donné les moyens d'enquêter des deux côtés de la migration en allant les attraper au début du parcours migratoire et puis en allant en attraper certaines fois les mêmes, certaines fois d'autres à l'arrivée de ce parcours migratoire. Et elle regarde aussi la façon dont les différents intervenants sociaux, avec toute la volonté et tout le professionnalisme qu'ils peuvent développer dans ces interactions, finissent aussi par essayer parfois de dissuader ces jeunes de faire leur migration, parfois en leur disant non mais tu sais ça va être très compliqué, tu rêves de la France mais en fait c'est pas sûr que ce soit un bon endroit, c'est pas sûr que ce soit bien pour toi, et passe un certain nombre de temps au fond à d'une certaine manière à avoir le sentiment de taper sur les espoirs de ces jeunes volontaires pour migrer, pour se construire un monde meilleur. Et de l'autre côté, au fond, une fois que ces jeunes arrivent, le mode d'intervention est évidemment bien différent. Vous aurez compris que on a beaucoup aimé ces 4 articles. On a beaucoup aimé ces 4 articles parce que, nous semble-t-il, c'est des articles qui permettent aussi de rendre compte d'une notion qui nous paraît importante pour comprendre cette question de dispositif d'action publique, qui est la notion qu'on a fait émerger de proposition institutionnelle. D'une certaine manière, chaque institution traduit un dispositif d'action publique dans une proposition, au sens où, y compris un dispositif qui peut être bien construit, bien structuré par l'État, prenons par exemple la garantie jeune,
au fond, c'est un dispositif qui a été, il y a un cahier des charges très précis, il y a un certain nombre d'actions, il y a un certain nombre de temporalités, il y a un financement qui est très, très organisé, très rationalisé, parce que la puissance publique dit au fond, si on met tant d'argent sur la table pour s'occuper de ces jeunes, on va écrire très précisément le mode d'intervention. Toutes les enquêtes montrent très bien que, en pratique, sur le terrain, parce que le territoire local n'est pas le même, parce que les professionnels ne sont pas les mêmes, parce que l'institution ne se matérialise pas dans les mêmes meubles, dans les mêmes locaux, au fond, cette proposition institutionnelle s'éloigne un peu des attentes venues d'en haut et s'adapte à la situation locale. Et au fond, notre affaire de proposition institutionnelle qu'on arrive à repérer à travers ces parcours montre bien comment, d'une part, localement, les professionnels font avec leur expérience, font avec les moyens du bord, font avec aussi des injonctions contradictoires à l'échelle locale, et proposent à ces jeunes un dispositif qui parfois s'éloigne un peu des attentes de la puissance publique. Et enfin, ce qui nous a intéressé à travers cette notion, c'est de penser, comme le disait Julie, c'est de penser que tous ces dispositifs, ils sont certes souvent assez descendants, mais en même temps, on voit bien que la manière dont les jeunes se saisissent des dispositifs, dont les jeunes se saisissent de ces propositions, est très différente les uns des autres, selon eux-mêmes, leur parcours, leurs capitaux, dirait Pierre Bourdieu, selon leurs différentes ressources, au fond, d'une certaine manière, leur capacité à se saisir du dispositif pour transformer le dispositif comme une opération utile pour eux est assez différente. Et donc, on voulait terminer là-dessus pour montrer comment ces passages en institution, répétés, à la fois ça structure ces jeunes comme des jeunes un peu agis par les dispositifs, un peu assujettis par les dispositifs, un peu sous l'emprise d'une injonction au projet, d'une injonction biographique, etc., etc. Mais en même temps, pour un certain nombre d'entre eux, ces différents passages répétés par les institutions, c'est aussi l'occasion d'apprendre comment on se saisit de cette proposition, comment on se débat avec les institutions, et pour un certain nombre d'entre eux, comment on arrive à faire avec, et malgré tout se faire avec, parfois pour accéder à l'autonomie. Et puis peut-être un tout dernier mot, pour pas déborder sur le temps de parole, peut-être un tout dernier mot pour dire quand même que, au fond, toutes ces institutions, tous ces professionnels, tous ces dispositifs, quelle que soit leur origine politique, quels que soient les enjeux idéologiques et moraux qu'il pourrait y avoir derrière, on voit bien que la force quand même de ces programmes, des programmes institutionnels forts, c'est surtout d'avoir une fonction un peu on pourrait dire de dépolitisation, et d'une certaine manière, on voit bien comment les professionnels finissent par mettre en œuvre ces dispositifs en s'adaptant, mais au fond, en ayant beaucoup de mal à donner une portée plus large que simplement le fait de travailler immédiatement à résoudre une situation, à résoudre une difficulté. Et au fond, on voit bien comme ces dispositifs institutionnels résonnent très souvent comme des rustines pour pallier telle ou telle difficulté, pour pallier tel ou tel besoin ou tel manque, ou résoudre ou réparer telle ou telle difficulté. Et en même temps, évidemment, tous ces dispositifs institutionnels à destination de la jeunesse ne sont jamais un appel à des formes de transformation sociale, à des formes on pourrait dire, on n'essaye jamais de revenir aux racines des difficultés profondes, on revient aux racines des difficultés individuelles, mais assez rarement, bien sûr, aux racines des difficultés collectives que sont, évidemment, les inégalités sociales. Et d'une certaine manière, y compris les professionnels de jeunesse qui rentrent dans ces établissements, qui rentrent dans les parcours, parfois pour transformer le monde, se retrouvent en fait à traiter des cas individuels. Merci beaucoup. Merci François, merci Julie. Alors vous l'aurez compris, du coup, le dossier, ce n'est pas les résultats d'une seule recherche, mais bien des articles présentant plusieurs recherches qui ont chacune leur dispositif méthodologique, leur manière de travailler, leurs questions qui sont propres et leurs autrices et leurs auteurs différents. Je vais tout de suite céder la parole, puisque vous avez prononcé d'ailleurs tous les deux ce mot de déplacer, à Laurent Soligny, qui est sociologue et maître de conférence donc, à l'université de Montpellier, qui est auteur de nombreux ouvrages. Il est spécialiste des questions
de jeunesse à travers la question du milieu carcéral, et il vient de coordonner il n'y a pas longtemps un ouvrage qui s'appelle Les Déplacés. Et donc ça m'a fait un peu sourire de me dire bah, c'est parfait, la transition est faite, sans me déplacer, je passe la parole à Laurent. Merci, bonsoir à toutes et tous, merci de votre invitation. Véritablement, je tiens à saluer le dossier et à louer en fait l'entreprise qui consiste à écrire sur les placements, déplacements et replacements des jeunes dans ces parcours institutionnels. Je dis louer l'entreprise parce que, en fait, pour moi, et pour m'y être un peu essayé, ça relève d'une forme de gageur, en fait, hein, d'écrire quand même sur ces questions-là. Gageur pour 3 raisons. La première, c'est qu'en réalité, il y a assez peu de travaux qui portent véritablement sur les parcours, certes, mais les déplacements des jeunes dans ces parcours. Il y a tout un tas de travaux en sociologie, en histoire, en sciences politiques, sur les questions de protection de l'enfance, sur les questions de protection judiciaire de la jeunesse, sur ce champ que Gérard Mauger appelait de l'enfance délinquante et ou malheureuse. Il y a énormément de travaux sur les politiques publiques mouvantes en lien avec cette jeunesse ou ces jeunesses, énormément de travaux sur les travailleurs, sur les professionnels qui s'entrechoquent parfois dans l'ensemble de ces dispositifs. Et les déplacements arrivent généralement un peu de manière périmétrique à ces travaux-là, c'est-à-dire que ce n'est pas l'objet d'étude centrale en réalité. Donc ils sont là comme une illustration, ils sont là comme un effet, une conséquence, un symptôme, mais entre guillemets ne sont jamais pris complètement au sérieux, c'est-à-dire prenons les déplacements et faisons un objet d'étude sur les déplacements. Et donc ça, c'est un vrai travail, et pour cela, je salue véritablement le dossier. Le deuxième élément qui est lié au premier, c'est que les chercheurs, quand ils doivent travailler sur ces questions-là, ils doivent un peu lever la tête. Et j'en sais quelque chose. Parfois, on est pris dans des institutions, on est pris par des corps professionnels, on est pris par une mouvance politique. Et donc, ça implique de relever la tête suffisamment, de prendre suffisamment de distance pour voir un peu plus loin, un horizon un peu plus grand, de saisir finalement ce maillage institutionnel et comment ce maillage tient, et il tient en partie avec ses déplacements. Et donc ça, effectivement, ça implique une prise de recul et une forme de maturité des chercheurs qui étudient ces questions-là. Et le dernier élément, il est méthodologique, vous l'avez un peu évoqué, passez-moi l'expression, mais quand on travaille sur les déplacements, il faut suivre. Il faut suivre les jeunes qui sont déplacés. Et quand on est en investigation ethnographique et qu'on a des jeunes qui sont déplacés du jour au lendemain, quand on doit présager d'un déplacement à venir, quand on doit revenir sur un déplacement antérieur, ça implique un dispositif méthodologique particulier, rigoureux, sérieux, régulier, qui parfois est difficile à tenir, d'autant plus étant donné l'état de la recherche en France. Mais ça, je laisse ça de côté pour l'instant. Voilà, donc en tout cas, pour tout cela, vraiment un grand merci et un grand bravo sur ce dossier. Alors comme Yael l'a un petit peu évoqué, nous nous y sommes essayés, nous aussi, il y a de ça quelques années. On a réalisé un rapport, une recherche exploratoire qui portait sur les placements-déplacements des jeunes sous main de justice. Et ça a donné lieu à un ouvrage collectif qui est paru en janvier dernier, qui s'intitule « Les déplacés ». Je crois pouvoir extraire de ce travail 3 mentions, 3 mouvements qui, j'espère, feront écho en fait aux différents articles et introductions de ce dossier spécial. La première mention, c'est pour moi la nature des déplacements. Alors, tous les déplacements sont différents et tous les jeunes qui sont déplacés sont bien sûr des cas singuliers. Il n'en reste pas moins que nous, ce que l'on a observé, mais tout ça est soumis à la discussion évidemment, c'est que la plupart des déplacements que l'on a observés, il y a peut-être un biais judiciaire, hein, mais la plupart des déplacements qu'on a observés relèvent de déplacements qu'on a qualifiés un peu rapidement de déplacements sanctions. C'est-à-dire que les déplacements surviennent, alors sanctions positives ou négatives, hein, les déplacements surviennent à l'issue d'un jugement, d'une analyse, d'une évaluation de conduite des jeunes qui sont déplacés. Et on va avoir comme ça des déplacements à l'intérieur desquels, à un moment donné, il faut justifier le placement et le déplacement des jeunes. Et dans l'ensemble des justifications
qui se mettent en place dans les réunions entre les professionnels, dans les notes de service, dans les documents qui sont joints au déplacement. On retrouve à un moment ou à un autre, de manière plus ou moins centrale, la conduite du jeune ou de la jeune qui est ou qui va être déplacé, qui rentre en ligne de considération comme une partie des éléments de justification de ces déplacements. Et donc, le cadre de la prise en charge, si vous me pardonnez l'expression, l'éducation, pour le dire vite avec tout ce que ça veut dire et ne rien dire, devient pour partie le diagnostic d'une somme de comportements positionnés sur une échelle de la dangerosité. Et ça, c'est vrai que dans le champ judiciaire, on le voit énormément. On le voit de plus en plus aussi dans le champ de la protection de l'enfance. La manière dont, à un moment donné, les comportements sont établis sur des échelles de la dangerosité et comment cela peut impliquer des déplacements de jeunes qui posent difficulté dans les dispositifs dans lesquels ils sont. On voit ça également parfois à l'école, dans les jeux de déscolarisation scolaire. Et ce jeu de déplacement-sanction, il va de pair avec la multiplication, l'outrecuidance, pourrait-on dire, de la multiplication des dispositifs, des institutions qui n'arrêtent pas d'émerger, de se multiplier, qui sont plus ou moins ouvertes ou qui vont parfois de plus en plus vers les dynamiques de contrainte, de contrôle et les dynamiques disciplinaires. Et d'une certaine manière, cet élément-là me fait penser à la façon dont vous mobilisez le concept d'affiliation des affiliations cher à Castel dans votre introduction, ou comment les institutions, finalement, les dispositifs, les acteurs de ces dispositifs relèvent-ils de ce processus d'affiliation pour la jeunesse qui nous occupe ou les jeunesses qui nous occupent. Je pourrais rajouter, peuvent-ils finalement encore pleinement en relever? Je suis un peu taquin, j'en profite, mais chez Castel, effectivement, les concepts d'affiliation, des affiliations sont très, très intéressants, mais il y a chez lui aussi, je trouve, quelque chose qui est marquant, c'est ce passage qu'il fait ou qu'il observe entre ce qu'il énonce comme étant les rapports féodaux, la protection rapprochée, les tutelles traditionnelles qui glissent vers différentes formes d'individualisme. Individualisme qu'il dit conquérant, collectif, positif, et parfois individualisme négatif, où l'individu va se décliner en termes de manque. Et quand on travaille ce passage-là et qu'on le rapporte à notre question, on peut se demander quand même si, prenons l'exemple de la protection de l'enfance ou même la protection judiciaire de la jeunesse ou d'autres, ne seraient pas les derniers îlots de ce que Castel appelait la protection rapprochée, et comment petit à petit, progressivement, elle se fait toucher, contaminée par les différentes formes d'individualisme énoncées, que je n'ai pas ici le temps véritablement de développer, mais qui vont toucher les différentes strates professionnelles qui travaillent sur ces questions et les niveaux d'évaluation des jeunes que ces professionnels ont en charge. Et tout cela n'aboutissant pas finalement à cette équation un peu malheureuse, comportement-déplacement, sanction. Donc ça, c'est un peu le premier élément que je voulais aborder. La deuxième mention, c'est la manière d'apprécier théoriquement les déplacements. Parce que là encore, il y a quelque chose de pas forcément très évident à apprécier, c'est-à-dire les déplacements, ça relève d'un entre-deux, d'un entre-trois, d'un entre-quatre, enfin d'un entre-multiple, entre deux structures, entre deux régimes, entre deux dispositifs, entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 références éducatives ou de suivi. Et donc, il est parfois difficile d'appréhender théoriquement la question des déplacements de ces jeunes. Nous avons fait le choix, singulier ou particulier, je ne sais pas, d'aller vers les travaux là, de Bernard Lahire, qui lui-même mobilise Norbert Elias. Alors, sans rentrer dans des considérations théoriques trop fortes, simplement vous dire que ce qui nous a intéressé, c'est la manière dont Bernard Lahire travaille les registres de socialisation et comment il emprunte à Norbert Elias le concept de configuration quand Elias étudie notamment le cas Amadeus Mozart. Et quand on fait ça, parcours, le terme de parcours prend un sens théorique.
peut prendre une puissance théorique. C'est-à-dire que le terme de parcours, comme un tas d'autres termes, peut parfois être galvaudé, mal compris, mal mobilisé, et parfois télescopé à d'autres, trajectoire, carrière. Et on peut prendre parfois les termes les uns pour les autres. Nous, on a fait le choix de dire parcours, c'est une conceptualisation théorique. On va suivre une ligne de fuite théorique et on va essayer de ne pas la lâcher et de voir ce que ça nous apporte en termes d'enquête exploratoire. Alors, parcours, pour nous, c'est parcours de socialisation dans lesquels se succèdent, s'emboîtent, s'enchassent, s'encastrent et se télescopent des configurations qui sont autant de relations d'interdépendance qui font socialisation. Voilà la manière dont nous, parcours, on l'observe. En cela, les gamins, les jeunes, pardonnez-moi, c'est l'habitude du terrain, les jeunes, quand ils passent de configuration en configuration dans leur parcours, ils passent de relations d'interdépendance à relations d'interdépendance, ils passent d'espaces de socialisation à d'autres espaces de socialisation qui, comme ça a été dit, ont des effets parfois qui vont dans le même sens, parfois des effets contradictoires. Et donc, ces configurations, elles ont des puissances différentes en termes de socialisation et elles comportent des autrui significatifs, c'est-à-dire des puissances socialisatrices également différentes. Cela, je crois, permet d'entrevoir plusieurs choses. D'abord, la dynamique de ces déplacements, c'est-à-dire le fait que ces déplacements, ils peuvent se renforcer les uns les autres pour le jeune, ils peuvent aussi entraîner des remises à zéro de la référence éducative avec tout ce que ça convoque en termes de problématiques de liens et d'affiliation éducative possibles. Le deuxième élément, complètement idiot, mais que nous, on n'avait pas vu, c'est que quand on pense déplacement inter-institution ou interdispositif, mais il peut aussi y avoir des déplacements intra-institution ou intra-dispositif, c'est-à-dire que dans une même structure, dans une même institution, il peut y avoir des changements de lieu, de chambre, de régime et de référence éducative qui viennent s'ajouter aux changements inter-institutions et ça multiplie encore l'affaire. Et le dernier élément qui me semble intéressant à travailler ces configurations de socialisation, c'est que ça fait tomber les pré-catégories sociologiques. En sociologie, on aime bien les catégories, un peu trop peut-être, et on aime bien dire il y a effectivement la famille, le groupe de pairs, les institutions, l'école, les tiers de confiance, etc., etc. Et donc on a des groupes comme ça qui s'établissent. Travailler sur les configurations permet de faire tomber toutes les frontières, parce que dans une même configuration, il peut y avoir différentes catégories qui viennent s'entremêler et qui font socialisation. Par exemple, dans un de nos chapitres dans l'ouvrage, Lucas, qui est en justice, qui est au tribunal et qui va suivre un moment de justice où il va être convoqué justement par rapport à ses déplacements. À l'intérieur de cette configuration, il va y avoir la magistrate, les professionnels de la PJJ, le père de Lucas, un membre de la fratrie, le groupe de pairs, et également, plus tard, arrivera la mère. Et donc, on a un jeu comme ça de mélange des configurations, de mélange des catégories dans les configurations qui font socialisation. Et cela permet de comprendre, je crois, et de saisir les effets d'incorporation possibles quand on change comme ça de configuration. C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes quand même qui ont pour objectif, si je le dis vite, de moduler, d'ajuster, de faire bouger les axiomes des jeunes, c'est-à-dire les valeurs, les normes, les dispositions, dirait Bernard Lahire et Bourdieu bien avant lui, de ces jeunes, en tout cas pour partie. Mais qu'est-ce qui se passe quand on déplace comme ça les jeunes de manière excessivement ramassée sur des temps très courts? Le déplacement a-t-il les effets de socialisation escomptés où le système ne joue pas contre lui-même par certains aspects? Voilà. Ça permet un petit peu de faire travailler ces questions-là. Et je terminerai en 1 minute précisément. Comment écrire tout cela? Là encore, c'est un choix que l'on a fait dans l'ouvrage, d'écrire des portraits de parcours.
On a fait ce choix-là, chaque portrait fait 150 000 signes, relativement long, à l'intérieur desquels on a mis au centre les données qualitatives. On a essayé de travailler ce qu'on a appelé les plis des déplacements, c'est-à-dire le quotidien de ce que sont les déplacements des jeunes, les anecdotes que ça suppose, et comment tout ça s'entremêle et s'entrechoque avec les plis du social de ces jeunes. On a fait une investigation ethnographique de plusieurs mois, qui s'est pour certains jeunes étendue sur plusieurs années, où on a fonctionné par ce qu'on a appelé relais de rencontre. On est parti du jeune, et à partir du jeune, on a travaillé sur son entourage proche, et progressivement, comme ça, de rebond en rebond, on est allé voir les professionnels, la famille, les structures qu'il avait antérieurement accueillies, les références éducatives antérieures, et quand il y a déplacement, on a suivi les jeunes sur les déplacements et sur les déplacements sur les professionnels à venir. Cela par observation, par entretien répété, jusqu'à 10 entretiens par jeune parfois, et un recueil sur les dossiers de suivi, parce qu'on sait que les institutions sont très prolifiques en termes d'écrits et de dossiers de suivi, qui nous ont permis de retrouver parfois les structures antérieures et de faire les relais. Tout cela dans une perspective de ce que Isabelle Coutan appelle les croisements de regards, c'est-à-dire faire entrer en tension des données de nature diverses mais toutes qualitatives pour intégrer, pour projeter un mouvement de socialisation sur ces parcours institutionnels. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps et laisser la parole à ma gauche, je crois. Merci beaucoup Laurent. Je vais maintenant laisser la parole à Annelise Vellu, qui est donc aussi sociologue et qui est responsable du programme de recherche Figures et représentations de l'association Article 1. Je te laisse nous proposer aussi ta lecture du dossier. Bonjour. Merci d'abord de m'avoir proposé de discuter ce numéro. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je l'ai trouvé extrêmement stimulant sur de nombreux points que je vais vous présenter maintenant. Je vais d'abord me présenter peut-être en quelques mots. Donc, je suis Annelise Vellu, je suis docteur en sociologie et aujourd'hui chercheuse dans une association d'égalité des chances qui s'appelle Article 1. Donc, si vous ne connaissez pas cette association, c'est une association qui a plusieurs programmes d'égalité des chances, dont un programme de mentorat sur lequel j'appuie spécifiquement mes recherches, qui vise en fait à accompagner des jeunes de milieux populaires qui sont scolarisés dans le supérieur sélectif. Et du coup, le programme s'appuie essentiellement sur la mise en relation avec un mentor, et propose aux jeunes un accompagnement en présentiel et en digital tout au long de ses études, sous forme d'ateliers par exemple, d'outils, et également toutes les relations qu'il va avoir avec son mentor qui est issu d'un milieu professionnel. Pour vous dire quelques mots de mon travail, je suis en charge donc au sein de cette association de réaliser la mesure d'impact du programme Mentorat, c'est-à-dire de mesurer en gros l'effet du programme sur les trajectoires des jeunes accompagnés à partir d'indicateurs comme leur taux d'insertion sur le marché de l'emploi ou leur réussite académique. Et je suis également responsable d'un programme de recherche qui porte sur les figures et les représentations de la réussite chez les jeunes accompagnés par ce programme de mentorat. Et du coup, je vais m'intéresser dans ce programme de recherche plus précisément aux questions de mobilité sociale et au parcours et aux trajectoires d'ascension sociale. Donc la lecture de ce numéro m'a particulièrement intéressée parce qu'il fait écho donc aussi bien à mon travail actuel au sein d'Article 1, mais également à mon travail de thèse, mon travail doctoral qui portait en fait sur les effets des dispositifs de lutte contre la difficulté scolaire sur les trajectoires scolaires d'élèves en âge primaire. Et du coup, mon travail de thèse m'avait permis de souligner en fait les effets de ces dispositifs en termes de production de la vulnérabilité sociale et de précarisation des trajectoires. Aujourd'hui, mon projet de recherche actuel porte sur s'inscrit plutôt en miroir en fait de mon travail de thèse, dans le sens où il porte vraiment sur des trajectoires de réussite scolaire et professionnelle, et du coup des processus d'ascension sociale de jeunes étudiants qui sont du coup scolarisés dans le supérieur sélectif,
qui sont issus d'un milieu populaire et qui, en fait, quand on retrace un peu leur parcours, sont pris en charge en fait depuis le début de leur scolarité dans une multitude de dispositifs, souvent très très jeunes. Donc dans les deux cas, mon travail de thèse et aujourd'hui, je me pose une question assez similaire à celle que vous soulevez en fait dans le numéro, c'est-à-dire qu'est-ce que font en fait les dispositifs aux jeunes, quels sont les effets de l'accompagnement. Donc le dossier met bien en avant en fait les différentes manières de vivre un dispositif et ses effets différenciés. Par ailleurs, les auteurs soulignent bien la manière dont les contacts auprès des professionnels contribuent à forger des expériences singulières. La lecture des articles m'a montré en fait l'intérêt aussi d'avoir des analyses en termes de trajectoire, de parcours, de biographie, qui permettent vraiment d'appréhender en fait l'effet des dispositifs dans leur manière en fait de façonner un individu. Donc en fait, ce que j'ai trouvé intéressant en fait, c'est ce mouvement de va-et-vient en fait, souvent effectué dans les articles, c'est-à-dire de montrer en fait comment le rapport à l'institution, le rapport au dispositif ne pouvait être compris qu'en restituant en fait le contexte qui se produit en imbrication avec le vécu de l'individu lui-même. Donc la manière dont les jeunes s'approprient les dispositifs varie aussi en fonction de leur trajectoire. Et donc voilà, ces mouvements de va-et-vient étaient décrits de façon particulièrement fine. Par ailleurs, ce numéro éclaire aussi quelque chose qui a pris une place assez importante dans mes recherches, à savoir la manière dont les dispositifs contribuent à ce qu'on appelle l'individualisation des problèmes sociaux, c'est-à-dire la manière dont les jeunes se retrouvent responsabilisés de leurs succès ou de leurs insuccès, en se centrant en fait sur une prise en charge individuelle qui vise à améliorer certes leur situation, mais du coup très vite qui oublie en fait le contexte et du coup les inégalités structurelles en fait qui pèsent sur leur situation. Et donc chaque article du dossier sont pour moi une belle illustration de la manière dont les individus sont responsabilisés de leur situation et vus comme des acteurs de leur accompagnement. Donc voilà, invités, pour reprendre l'introduction, à devenir des entrepreneurs d'eux-mêmes. Donc ce constat que j'ai pu également faire dans le cadre de ma thèse et aussi à mettre en relation en fait avec le contexte dans lequel les agents et les agentes sont amenés à exercer leurs activités, notamment leurs conditions de travail. Donc le phénomène de dépolitisation en fait que vous évoquez en introduction, je pense doit être restitué en fait dans les conditions de travail des professionnels. Et en pratique, l'activité des agents ne peut être orientée autrement que vers en fait l'amélioration des situations individuelles. Et du coup, c'est vraiment une conséquence pratique qui les amène à occulter en fait les inégalités structurelles et à responsabiliser l'individu de sa situation. Par exemple, ma thèse s'inscrit dans le sillage des travaux sur la psychologisation des difficultés scolaires et qui montre bien, en fait, ces travaux, que l'usage de la psychologie est une manière pratique de résoudre un problème structurel que les agents ne peuvent pas changer, c'est-à-dire les conditions, par exemple, économiques des familles ou les conditions de logement. Et du coup, ça offre aux acteurs des outils de compréhension, des outils d'action concrets, mais qui ont pour versant de la responsabilisation des élèves ou de leur famille des insuccès scolaires, par exemple. Les articles de ce numéro montrent également bien une question qui m'intéresse, qui porte sur la question de la sélectivité des publics, donc la sélectivité des publics de certains dispositifs qui ont vocation à s'adresser aux publics les plus précaires.
Donc, par exemple, l'article de Nicolas Duvaux et de Nadège Vézina montre bien la manière dont le dispositif doit concilier deux impératifs, c'est-à-dire celui de maintenir un taux de réussite tout en gardant l'impératif en fait d'avoir un public cible qui s'adresse à des jeunes en difficulté. Donc je vais vous reprendre une citation du texte. Entre le vœu initial d'aider les plus précaires et la possibilité qui s'ouvre progressivement d'atteindre les jeunes plus employables, un choix opérationnel et stratégique se dessine quant au profil des jeunes visés par cette entreprise de restauration statutaire. Donc cela illustre en fait, voilà, de façon assez précise les paradoxes en fait des objectifs de résultat des dispositifs qui peuvent conduire en fait à un tri social des usagers qui en fait ont pour conséquence de mettre à l'écart les plus précaires. Donc voilà, ça pose vraiment la question de comment concilier en fait le succès d'un dispositif qui, voilà, qui va son succès qui est aussi conditionné par des financements et également tout en maintenant en fait un public de recrutement parmi les plus en difficulté. Et du coup, ça, c'est vraiment des questions auxquelles je suis confrontée au quotidien au sein d'article 1, où on observe en fait en débat, en interne, un nombre de débats très importants sur la façon déjà dont on va poser les frontières des classes populaires. Quels sont les étudiants et les étudiantes les plus fragiles, quels sont les étudiants et les étudiantes qui sont éligibles au programme de mentorat. Et lorsqu'on s'intéresse vraiment aux trajectoires de très près en fait aux trajectoires des étudiants sélectionnés quand ils font l'objet d'une sélection, on se rend compte en fait que ce n'est pas les étudiants qui font partie des strates les plus défavorisées et qu'ils possèdent un nombre important de capitaux cachés qui ne sont pas visibles en fait si on s'intéresse uniquement à leur situation administrative. Et d'ailleurs j'avais une question plus précise sur le texte de Duvaux et de Vézina qui montre en fait que le dispositif était avant tout de socialiser à l'emploi plutôt qu'une mise à l'emploi immédiate. Donc l'idée, je me demandais en fait comment cet objectif se concilie-t-il en fait avec l'objectif de résultat qui porte, j'imagine, sur un indicateur d'insertion sur le marché de l'emploi. Donc voilà, sur ce genre de dispositif, en fait, je me demande dans quelle mesure parfois la prise en charge globale qui est un peu valorisée par ces dispositifs-là, voilà, est-ce qu'elle rentre en contradiction avec l'objectif de résultat concret voilà, d'insertion sur le marché de l'emploi. Je vais aller un peu plus vite pour... Les articles de ce numéro abordent également les paradoxes en fait, de la notion d'autonomie et la façon dont la jeunesse est contrôlée par les institutions de prise en charge. Donc l'article de Dietrich Ragon et de Fréchon, tout comme l'article de Cléo Mermier, met en avant les prescriptions des institutions qui demandent aux jeunes d'adopter des attitudes pragmatiques par rapport à leur scolarité, quitte à devoir diminuer leurs ambitions, d'aspirer à des études courtes pour travailler plus vite, d'obtenir un emploi peu qualifié, etc. etc. C'est intéressant de voir la manière dont ces dispositifs vont produire des effets réels sur le devenir social des jeunes qui prennent en charge. Ici, les jeunes qui se conforment aux attentes des institutions vont être ceux qui vont être récompensés, par exemple dans le texte de Dietrich et Fréchon sur le plan du logement, dans leur accès à l'autonomie. Cependant, le fait de se conformer aux attentes de l'institution peut avoir des effets concrets en termes de renoncement. C'est se faire attribuer une place, c'est renoncer à sa mobilité sociale ascendante ou subir par exemple un déclassement. Donc partager les objectifs, la temporalité de l'institution, c'est donc renoncer à un salut par exemple par les études longues ou renoncer à une mobilité géographique dans le cas des jeunes en migration. Un autre paradoxe des conséquences porte sur l'injonction à l'autonomie et au projet mis en avant dans nombre de dispositifs qui a pour effet paradoxal de renforcer le sentiment pour l'usager de ne pas être pris en considération. Donc cette injonction au projet masque en effet la dissymétrie entre l'institution
et les individus qui sont plus vulnérables. Et on le voit en fait dans le texte de Le Sage et Volven ou de Dietrich et Fréchon, qui montrent en fait que l'expérience en fait au sein du dispositif est vécue comme une forme de déclassement social et comme une mesure punitive. Le texte de Cléo Marmier est également une belle illustration à ce sujet, et il montre bien le paradoxe de l'exigence d'autonomie qui conduit en fait à dévaloriser les marges de manœuvre et les délégitimer en fait les aspirations qui entrent en contradiction avec les attentes institutionnelles. Je pense que j'ai plus beaucoup de temps, donc je voulais vous remercier beaucoup de m'avoir permis de lire ce numéro qui montre en effet l'intérêt, voilà, d'analyser les trajectoires ou les parcours à l'aune de leur prise à l'aune en fait des dispositifs et qui contribuent en fait à façonner le devenir social en fait des jeunes et la manière du coup dont ils se représentent leur place dans la structure sociale. Et ce numéro nous invite vraiment à les aborder de façon dynamique dans les mouvements. Et donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Annelise, et puis merci d'avoir tenu le temps. Je sais que c'est difficile et que forcément quand on a lu un dossier, on a plein d'autres trucs à raconter. Je vais maintenant laisser la parole à Jérôme Lardeux. Jérôme est directeur du centre enfance dans l'association Clair Soleil, qui est un dispositif ITEP. Et donc, il va proposer aussi qu'est-ce que ça lui a évoqué de lire ses travaux en sciences sociales en tant qu'expert et praticien au quotidien avec des jeunes dans des institutions. Merci. Alors d'abord, merci pour cette invitation. Cette lecture, elle a été très riche pour moi, bien que douloureuse, voilà, disons-le. Donc je vais parler certes au nom des institutions quelque part, mais surtout en mon nom. Voilà, parler au nom des institutions relèverait d'une gageure impossible. Mais en tout cas, voilà, vous relatez un petit peu les évolutions dans lesquelles on s'inscrit aujourd'hui dans le médico-social, qui viennent en totale résonance avec ce qui a pu être abordé dans ce dossier, et qui du coup a pu soulever aussi quelques douleurs pour le coup. Donc d'abord, voilà, vous dire effectivement les constats moi qui me sont apparus de manière très rapide et réelle, c'est le constat lié à l'accès au droit et à ses limites que vous abordez dans le dossier. Ça mérite vraiment une analyse réelle, et plus particulièrement dans le médico-social, à l'heure où il y a une numéralisation massive, surtout quand elle s'associe à la prescription normative, dont vous parlez aussi très très bien, et ses limites, voire ses paradoxes. Et où à l'heure en plus où on parle de la question du pouvoir d'agir, on peut encore un peu plus se questionner sur cette question-là. Le deuxième constat, c'est celui qui est lié à l'hyper-individualisation des accompagnements et les conséquences qu'il y a à ces hyper-individualisations. À ce titre, j'ai été particulièrement sensible à la notion de dépolitisation de l'activité des professionnels. À l'heure où on est en grande difficulté de recrutement, voilà, c'est très pertinent d'aborder cette question-là, et ça vient nous rappeler aussi la question du sens de nos métiers, et que si on l'oublie, les gens l'oublient pas. Donc ce sera l'occasion aussi d'évoquer les questions notamment liées au New Public Management et à ses potentielles dérives dans notre secteur. Donc pour en revenir à la présentation, donc moi oui, Jérôme Lardeux, je suis directeur d'un secteur enfance d'une petite association drômoise appelée Clair Soleil. Avant les acronymes, on avait un rapport à la poésie, hein, comme vous le voyez. Cette association, elle accompagne des adultes ayant des difficultés psychiques au travers d'une entreprise adaptée, d'un foyer appartement et un habitat inclusif et un ESAT. Alors là, il y a un acronyme, hein, donc établissement et service d'aide par le travail. Et pour le secteur enfance que je dirige, celui-ci intervient dans le cadre d'un dispositif ITEP sur 3 territoires de la Drôme, auprès de 160 enfants et environ 80 professionnels. D'abord, préciser ce que c'est qu'un ITEP. Un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Le décret de 2005 a défini très précisément ce que c'était. Donc on accueille des enfants et des adolescents ou des jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression et notamment l'intensité des troubles du comportement perturbent gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages.
Donc ces adolescents et ces jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et un accompagnement personnalisé. Donc on est à la fois très attaché à ce décret parce qu'il cible précisément notre action, et en même temps, bon, il comporte quelques limites, hein, notamment dans la question des troubles du comportement, qui sont un spectre tellement large et impossible à définir. En tout cas, on accompagne des enfants et des adolescents qui ne parviennent pas à répondre à certains attendus normatifs, voilà, pour aller très très vite, pour des raisons qui sont multiples, mais il faut souligner le fait que voilà, il est beaucoup question aussi dans le dossier des fragilités cumulatives. On est en plein dedans, la moitié des enfants qu'on accompagne bénéficient d'un suivi au titre de la protection de l'enfance. Donc voilà, ça vient bien dire aussi ces réalités-là. Et concernant l'évolution des ITEP, on est depuis 2017 dans un nouveau décret et on est devenu DITEP, donc dispositif intégré, donc un nouveau pléonasme, hein, voilà, après Clair Soleil. Cela change parfois la structuration de ces établissements, qui étaient inscrits jadis dans une institutionnalité parfois très forte, parfois trop forte aussi. On est les héritiers, pour le dire vite, des instituts de rééducation, voilà, où il y avait des triples habilitations ASE, justice et soins, donc voilà, donc des lieux qui étaient souvent à la campagne et très éloignés des centres urbains pour mettre au vert ces enfants qui posaient des gros soucis. Donc on vient de cet héritage-là, il ne faut pas le négliger. Et aujourd'hui, on est passé d'une logique de place, où la ritualisation, le collectif identifié venait participer pour grande part à la démarche soignante, à une dimension de prestation. Alors le passage entre la place et la prestation, il met un peu de temps quand même, hein. Faut quand même le mesurer. Avant, par exemple, les enfants et les adolescents dans l'ITEP venaient du lundi au vendredi, souvent en internat, puisque c'était de fait éloigné de chez eux, dans des établissements, comme je disais, souvent isolés. Aujourd'hui, on nous demande, la feuille de route est très claire, c'est de mettre en place la dimension inclusive. Voilà, donc notamment au titre d'une adaptation des modalités aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. Donc il ne s'agit plus de définir par exemple l'internat dans une perspective exclusivement géographique comme c'était le cas avant, voire de placement, mais de proposer par exemple l'accueil de nuit dans une dimension de soins, par exemple un travail sur la séparation, l'autonomie, et dans une rythmicité séquentielle car volontaire, c'est-à-dire que les enfants peuvent décider de venir une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Cela se traduit aujourd'hui par une territorialisation de l'offre beaucoup plus importante. On intervient beaucoup plus en proximité des domiciles, donc ça modifie là encore aussi notre structuration même, avec des établissements scolaires de référence et des modalités d'accompagnement cumulées entre l'accueil de jour, de nuit et le suivi ambulatoire. Au travers de ces éléments, ce qui apparaît, c'est la désinstitutionnalisation. Et là, dans le dossier, ce qui est intéressant, c'est que le titre évoque l'institution. Et aujourd'hui, nous, on nous appelle beaucoup à cette question de la désinstitutionnalisation, et l'ONU aussi a rappelé à la France cette obligation-là. C'est souvent mis dans une perspective d'opposition entre un passé marqué de privation de liberté et un avenir qui serait porteur d'une émancipation individuelle. Donc il faut aussi être nuancé dans cette réalité-là, je pense, parce que ce clivage-là, même si d'un point de vue éthique, l'ouverture des institutions ne souffre d'aucune discussion possible, c'est très important. Néanmoins, voilà, il faut rappeler en tête que la clinique de la relation, le lien à l'autre aussi, était construit dans ces espaces-là de manière parfois contenant et rassurant. Mais il faut passer aussi à un moment donné à de l'extérioralité, ce qui n'était pas forcément le cas avant. D'ailleurs, à ce titre, dans le dossier, et plus précisément dans l'enquête concernant les enfants placés en rupture scolaire, il est évoqué la difficulté et souvent l'irréalisme qu'il y a en appeler aux ressources de l'individu, s'agissant d'individus qui manquent précisément de ressources. C'est une citation de Robert Castel. Alors excusez-moi parce que j'ai eu un problème d'impression, je vais reprendre mes notes. Donc ce passage-là, il est essentiel parce qu'effectivement, je trouve que ça trouve toute sa place dans la mutation des établissements médico-sociaux. On est vraiment dans ce paradoxe-là. Alors, à titre d'exemple, aujourd'hui, les parents ils reçoivent une notification qui propose une orientation. Ils reçoivent aujourd'hui cette notification sur leur adresse mail. Donc déjà, il y a un premier questionnement qu'il peut y avoir. Même s'il y a une évolution très concrète sur cet aspect-là, et voilà, mais n'empêche que.
Au-delà de cet aspect, et avant cette notification, il faut pouvoir être en mesure de remplir les dossiers de la maison départementale de l'autonomie ou des maisons départementales des personnes handicapées. Déjà, la maison de l'autonomie, voilà, ça peut questionner un petit peu. Via des projets de vie à rédiger, des documents à scanner, à réclamer à différents intervenants, autant d'étapes potentielles qui deviennent sélectives. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Alors, si majoritairement, et je le dis aussi dans cette lecture-là, on était dans un relatif plein emploi dans le médico-social, et du coup, il y avait plein de partenaires qui pouvaient intervenir à ces différentes étapes et qui accompagnaient ces démarches-là. Aujourd'hui, moi, je me questionne beaucoup sur la réalité qu'on traverse, d'un point de vue de l'emploi et des sous-effectifs qui commencent à apparaître dans notre secteur. Comment cet accès au droit va pouvoir être accompagné? Et est-ce qu'il va pouvoir l'être réellement? À titre d'exemple, moi je suis arrivé dans ce TITEP dans la Drôme, on avait la ville à côté, un quartier qui était dit sensible, avec tous les guillemets qu'il peut y avoir à cette notion-là, où il y avait des relais très présents qui accompagnaient les parents dans les démarches lorsqu'il y avait un besoin d'ITEP et qui étaient un petit peu nos relais auprès de ces parents qui pouvaient être parfois en grande difficulté, ne serait-ce qu'avec les cris. Aujourd'hui, on a vu dans ce quartier une perte du lien social arriver très très concrètement au titre voilà, de choix politiques et autres, avec une baisse quantitative très claire des intervenants sociaux. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate dans un des DITEP, justement, et dans un des ITEP qu'on accompagne, enfin, sur lequel on n'a plus forcément le même brassage de population qu'on pouvait avoir avant. Alors, c'est un constat que je fais de manière très empirique. Hein. Il faut être très vigilant avec ça, puisque ça peut dépendre aussi des périodes, ça peut dépendre de plein d'aspects, mais n'empêche que je suis particulièrement sensible à cette question-là, d'autant plus que le directeur du centre social de ce quartier est un ami et me renvoyait la difficulté qu'il avait sur les gamins qui étaient présents dans le quartier et sur l'absence de relais, notamment sur le plan du soin. Je ne parlerai pas ici non plus de la question de la pédopsychiatrie et des difficultés qu'elle traverse et sur lesquelles on peut être nous-mêmes en tension aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est beaucoup question du pouvoir d'agir. Hein. Le dernier rapport de Denis Pifto, conseiller d'État, le rappelle et propose des axes qui sont très pertinents dans cette notion-là. Néanmoins, avant ça, moi, je tiens quand même très fortement à ancrer une réalité sur l'accès au droit. Je pense que avant d'accéder au pouvoir d'agir, je pense qu'il faut déjà pouvoir accéder au droit, sans quoi on va louper des étapes et le risque, c'est que justement on soit dans un rapport de domination très très fort vis-à-vis des publics qu'on accompagne. Donc voilà, à titre d'exemple, la semaine dernière, je recevais une maman et son fils qui avaient une notification. Et cette maman me dit, écoutez, il faut qu'il soit pris tout de suite parce que le collège n'a pas voulu le prendre. Je lui dis, mais comment ça? Oui, le collège a su qu'il y avait une notification, donc ils ont refusé de l'inscrire. Donc je lui ai rappelé un petit peu la question de la loi de 2005 et de l'égalité des droits et des chances et du choix et du libre choix des parents, en essayant de dire à cette maman que déjà la notification constituait une proposition d'accompagnement. Ça, c'est important de l'entendre aussi, parce que pour certains parents, ils pensent que la notification vaut obligation d'accompagnement dans un établissement médico-social. Non, ce n'est qu'une proposition. Si les parents décident de ne pas l'activer, ils ne l'activent pas, et leur enfant reste dans le milieu dit ordinaire, voilà, avec parfois des grandes difficultés, mais en tout cas, c'est important de l'avoir en tête. Alors après, je ne veux surtout pas incriminer qui que ce soit dans cet exemple-là, puis ça relève parfois de complexités qui sont plus générales, mais en tout cas, ça vient bien nous dire déjà le rapport de force dont on parlait, hein, sur la question de la domination qu'il peut y avoir justement entre les institutions. Alors là, c'est l'éducation nationale, mais je pourrais vous citer plein d'autres exemples du côté de plein d'autres institutions, et notamment le médico-social en ce qui me concerne. Avec leur enfant, ils se retrouvent avec un enfant qui est souvent défini comme ingérable, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis les questions aussi de l'impasse dans laquelle cette même institution peut se trouver face à certains profils d'enfants et les mécanismes de rejet qu'ils peuvent créer si on n'y prend pas garde. Hein. Je dis ça parce que voilà, c'est des enfants qui peuvent être très très forts dans cette capacité, alors malgré eux bien évidemment, à provoquer ce rejet, et ça fait partie de leurs difficultés. Donc il faut aussi avoir des espaces de régulation qui permettent de prendre de la distance. Voilà, j'ai encore 3 minutes, donc j'essaye de me dépêcher. Et puis il y avait une dernière question qui me semble très importante, voilà, sur laquelle je vais finir, c'est la question
de la dépolitisation, pardon. Donc le pouvoir d'agir, j'avais d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il y a une dimension qui est à l'heure actuelle aussi très importante sur la question de la dépolitisation. C'est ce que l'on voit arriver de plus en plus fortement. C'est la question notamment du New Public Management, des demandes très précises qu'on a de plus en plus fortes sur des évaluations quantitatives, voilà, disons-le, hein, pas qualitatives, quantitatives. Donc c'est pour ça que de lire un dossier où il y a vraiment du qualitatif, ça fait du bien. Voilà, parce qu'on est vraiment dans cette demande-là. Alors parfois, ça s'inscrit dans des choses pertinentes, parfois beaucoup moins, souvent beaucoup moins. Mais en tout cas, ça fait partie de notre quotidien. Et ça vient nous poser aussi la question, à travers la commande notamment, dont je parlais tout à l'heure, avec la logique de place aujourd'hui, et l'hyper-individualisation. Ça nous renvoie effectivement dans une réalité économique très très forte. C'est abordé dans l'introduction d'ailleurs du dossier, comment la rationalisation productive des dispositifs d'action publique à destination des jeunes finit par dépolitiser l'activité des professionnels qui les mettent en œuvre. Ça, c'est vraiment un enjeu très très fort qu'on a dans le secteur à l'heure actuelle. Donc il va falloir qu'on se dépatouille, je pense, très fortement, parce que les réalités de tension liées à l'emploi vont nous y amener de plein fouet et nous y amènent déjà. Moi, j'ai une formation initiale d'éducateur spécialisé il y a plus de 20 ans maintenant, où il y avait vraiment une dimension narrative des aînés. Hein, voilà, je dis ça, mais avec des engagements politiques très très forts. Où Marx côtoyait Lacan, où il y avait vraiment voilà, ce background un peu culturel qui voilà, moi j'ai fait mon dernier stage en psychiatrie où il y avait vraiment les restes aussi de la psychothérapie institutionnelle. Il y avait une conflictualité très très forte qui existait. Alors on a vu partir progressivement à la retraite tous ces piliers et leurs pensées aussi. Non pas qu'il, voilà, faut pas non plus faire l'ancien combattant, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, ces gens-là ils nous obligeaient quelque part à donner du sens à l'action qu'on mettait en place. Aujourd'hui, on est dans une recherche d'efficience. Voilà. Alors cette recherche d'efficience, parfois, elle peut nous mettre dans une certaine recherche de sens, si on y est vigilant, mais elle peut nous en éloigner aussi tout autant. Donc par exemple, aujourd'hui, on est tenu de remplir des tableaux de bord voilà, de l'Agence nationale de l'amélioration de la performance, voilà, l'ANAP. Donc ces tableaux de bord, ils viennent restituer nos agréments, nos taux d'activité, nos budgets, nos effectifs, etc. Alors, tout ça, c'est mis dans un grand mixeur, ça permet de procéder à un parangonnage, voilà, c'est comme ça que c'est appelé, hein, ou du benchmarking des établissements. Alors nous, on a une chance dans les DITEP à l'heure actuelle, et c'est une vraie possibilité qui nous est offerte, c'est que on est en train de mettre en place le dispositif, et le dispositif nous ouvre un petit peu sur une nouvelle forme d'institution. Et du coup, nous amène à des multiplicités d'accompagnement, etc., sur lesquels les critères et les grilles ne sont pas prêtes. Donc du coup, on a la possibilité aujourd'hui de créer nos outils, et c'est ce que nos pouvoirs, enfin nos instances de régulation, d'autorisation, etc., nous invitent à faire. Donc ça, c'est plutôt une perspective qui est positive, de pouvoir construire nos outils par rapport à ça. Et puis en termes de conclusion, parce que je crois que là c'est fini, je suis à 0 minute, je voulais juste, voilà, il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger dans notre quotidien, dans les établissements, et je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, c'est la question de la clinique. La question de la relation, comment l'institution accompagne, structure, sécurise cette relation, c'est un aspect très très important. Et je pense que ça fait partie de notre cœur de métier que de penser à cette dimension de la relation. Et si on l'oublie, effectivement, le lien social, il n'existe plus et on n'a plus de raison d'être. Donc voilà, mais il y a quand même des éléments qui doivent nous amener un petit peu d'optimisme, et je pense qu'il faut en être très sûr et certain. Merci. Merci beaucoup du coup à toutes et à tous pour ces premières lectures, propositions de pistes de réflexion, de pistes d'interprétation aussi, et puis d'apport des sciences sociales au débat. Alors je vous avais prévenu, hein, j'ai la question qui tue, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite déjà réagir, poser une question? Ah parfait, il y a la première question. Je vais la reprendre juste pour des questions de micro et tout ça. On a un seul micro, donc je vais vous le tendre et après je vais le récupérer pour répéter la question. Oui, bonjour à toutes et à tous. Omar Deré, moi je suis donc ancien cadre éducatif à la PJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse.
Et la dernière décennie, j'étais délégué du préfet, plus précisément d'une préfète, puisque je suis dans le Val-de-Marne. Et donc, j'ai dit j'étais parce que j'ai fait valoir mes droits à la retraite depuis 10 jours, là. Donc, et formateur également, je décline un dispositif de l'État qui s'appelle VRL, Valeurs de la République et Laïcité, depuis l'assassinat, les assassinats de Charlie. Et je continue de le faire même après la retraite. Voilà un peu pour le... Moi, dans ce que je retiens également, vous avez évoqué les uns et les autres, la question de discontinuité. C'est-à-dire quand on parle des prises en charge institutionnelles, ça se caractérise par plutôt la question de la discontinuité. Ou si vous voulez, le travail en segment. Et du coup, comment un peu essayer de trouver ces liens, parce que comme disait Philippe Jamet, ces jeunes-là n'attendent pas. C'est-à-dire que du coup, ça veut dire qu'effectivement, toute l'intelligence collective, c'est comment trouver un peu ces liens. Et parfois, là où ça pêche, on perd des jeunes. Donc, que ce soit, je veux dire, ça fait quand même, j'ai accompagné des jeunes pendant une trentaine d'années. Donc, du coup, là, c'est quand même un vrai souci. Il est toujours d'actualité. À tel point que, aujourd'hui, vous avez évoqué aussi les uns et les autres certains dispositifs. La garantie jeune, qui est remplacée depuis le mois de mars par le contrat d'engagement jeune. Et du coup, là aussi, ça manque l'aller vers, contrairement à ce qu'on peut lire dans les textes, y compris officiels. Maintenant, je peux dire les choses. Bon, j'avais une certaine réserve quand j'étais délégué, maintenant je peux le dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'aller vers, eh ben, c'est pas les dispositifs. C'est-à-dire que les missions locales, l'école de la deuxième chance savent bien gérer des dispositifs. Après, il y a quand même la question de l'aller vers. L'aller vers, c'est-à-dire les NEET, ce que j'appelle moi, enfin, je les qualifie un peu de ceux qui tiennent les murs, qui échappent quasiment à tous les dispositifs. Du coup, ce travail-là a fait que cette réflexion avec à la fois les chercheurs, les praticiens, a fait que en Ile-de-France, on a expérimenté, enfin moi j'ai la chance d'avoir coordonné pour l'État, j'appelle pas ça un dispositif, mais c'est le plan régional d'insertion des jeunes. Excusez-moi, pour les personnes qui viennent c'est un dispositif plutôt d'Île-de-France en fait, il n'est pas national, c'est plutôt une méthodologie. Et là, l'idée c'est de mettre tous les acteurs autour de la table, chacun en respectant un peu la logique, le parcours des uns et des autres. Et ça, on y arrive avec le PRIGE parce que justement, on n'est plus dans les chasses gardées de la mission locale, de Pôle emploi, etc., etc. Et là, je pense qu'on peut tendre vers ce type de méthodologie en partant non pas du dispositif institutionnel ou autre, mais du jeune. Et ça, c'est très récent, on expérimente ce travail-là depuis 2018, mais on voit quand même qu'on touche des jeunes qui tenaient les murs auparavant et qui ont connu parfois la PJJ, la protection de l'enfance, etc. Voilà un peu en complément un peu de ce que vous avez évoqué. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a tout de suite une autre réaction ou une autre proposition? Alors j'en profite juste pour faire un lien. L'INJEP va publier d'ici quelques mois un numéro spécial des cahiers de l'action sur l'aller vers justement. Et après, je vous donne la parole. Merci. Je me nomme Diakité Chek, je suis doctorant en sciences de l'éducation et j'ai deux petites questions. La première s'adresse aux deux premiers intervenants, Julie Couronné et François Sarfati. Alors j'aimerais savoir si vous avez pu identifier les effets psychologiques des déplacements, des désorientations d'institution en institution de ces jeunes, y compris les ruptures relationnelles que ceux-ci engendrent. Et la deuxième question, c'est de savoir si éventuellement dans vos travaux, vous avez questionné le concept d'abandon. Je pose cette question parce que je suis aussi travailleur social, donc je travaille aussi dans le social. Et pour moi, la notion d'autonomie et d'abandon, la frontière est très fine entre ces deux notions. Je donne juste un exemple parce que parfois les éducateurs que nous sommes, et je m'inclus, parfois on renvoie des jeunes en leur disant « écoute, il faut que tu te débrouilles » sans leur donner les pistes, les billes nécessaires, etc. Et du coup, je questionne aussi cette notion d'abandon qui fait frontière avec la notion d'autonomie et je ne sais pas ce que vous en pensez ou si vous en avez des résultats. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors, on va faire déjà un premier tour
de réponses ou de pistes de réaction entre l'abandon et l'aller vers l'abandon, je sais pas. Je disais en aparté à Julie que c'est marrant cette histoire d'abandon parce que sur un autre travail en cours avec 2 autres collègues dont je vais citer le nom, Aurélie Gonnet et Jules Simard, on travaille autour de l'accompagnement par des institutions du service public de l'emploi. Et on travaille sur ce sujet-là dans un moment très fort. Vous voyez, il y a l'histoire de l'assurance, de la réforme de l'assurance chômage. Il y a l'histoire de prétendus Français plus ou moins jeunes qui ne chercheraient pas à travailler et qui se contenteraient des allocations. Et au fond, à partir d'une grosse enquête auprès d'un certain nombre de demandeurs d'emploi, qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour une large partie d'entre eux, la question est moins d'être activé par l'institution, la question est moins de répondre à l'offre raisonnable d'emploi. Vous savez, ce dispositif mis en place par la loi qui dit si on propose 2 emplois à un demandeur d'emploi et qu'il refuse, alors il se verra sucrer les allocations. Sucrer, c'est pas le mot de la loi, mais vous avez compris la logique. Et au fond, ce qu'on rencontre dans l'enquête, c'est beaucoup moins de demandeurs d'emploi qui ont peur de se voir proposer quelque chose qui ne leur conviendrait pas. C'est surtout des demandeurs d'emploi qui se rendent compte qu'on leur propose rien. Qu'on leur propose très peu d'accompagnement, qu'on leur propose aucun emploi, alors qu'eux-mêmes seraient en attente vis-à-vis des institutions d'une aide, d'un accompagnement et d'une écoute. Alors on ne travaille pas exactement cette notion d'abandon, mais derrière ce qu'on est en train d'écrire sur le sujet, on est bien dans cette dimension, évidemment. Et donc, ça nous invite à réfléchir dans 2 dimensions. À la fois, d'un côté, on a des institutions qui sont des institutions socialisatrices et parfois enfermantes, ou en tout cas qui l'ont été beaucoup, et c'est exactement ce dont témoignait Jérôme tout à l'heure, quoi, d'une tension entre prendre en charge, faire avec, et faire trop, et jusqu'où aller trop loin, et les débats politiques qui tournaient autour notamment aussi de Castel et d'Henriquez autour de la psychiatrie dans les années 70 et 80, réfléchissaient déjà à cette question-là. Et au fond, parfois, une des solutions, c'est évidemment une des situations qui est trouvée aujourd'hui, c'est de faire à la fois une injonction politique très fort en termes de discours public, très fort en termes d'activation, très fort en termes de menaces politiques. On dit que les pauvres doivent bosser, sinon ils seront punis. Et en même temps, en pratique, souvent des professionnels démunis et des institutions qui laissent un peu à distance et qui finissent par abandonner. Et donc je trouve que moi ça m'intéresse beaucoup de mettre tout ça dans la même réflexion et de penser en tension entre ces dimensions, quoi. À la fois une institution qui est capable de proposer des services, qui est capable de proposer une écoute, qui est capable d'être là au bon moment, au bon endroit, au bon niveau, mais aussi évidemment une institution qui n'est pas enfermante, quoi. Et donc toute la question, c'est la question des formes de socialisation possibles et médiées avec des enjeux de démocratie, bien entendu. Merci pour vos questions. Pour la question des effets psychologiques, des ruptures relationnelles sur les jeunes. Alors, je peux dire 2 choses. La première, c'est que quand même, là, ça fait un petit moment que j'étudie les jeunes au sein des dispositifs, que ce soit à l'école, en mission locale, en FJT. Et je vais le dire comme ça, un peu de manière un peu brutale peut-être, mais quand même les jeunes avec des pathologies, avec des problèmes psy, c'est un petit peu la patate chaude qui circule d'un dispositif à un autre. Et on les voit, ces problématiques-là de jeunes avec des pathologies assez fortes, hein, bipolarité, schizophrénie. On voit bien que ces jeunes, je les retrouve à différents endroits, mais sur des dispositifs pour lesquels ils ne sont pas du tout destinés. En garantie jeune, c'est un des résultats qu'on avait fait remonter sur le nombre de cas de jeunes qui souffraient de troubles psy avec toute leur carrière, entre guillemets, au contact des institutions de santé et pour lesquels ils étaient dans une démarche de rejet, quoi. Je n'irai plus en hôpital de jour, je ne serai plus médicamentalisée. Et donc, du coup, les conseillers de mission locale, ils n'ont pas pour vocation à gérer les troubles psy des jeunes. Mais à l'école, quand j'ai travaillé sur la prise en charge de l'absentisme scolaire au sein des collèges, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants avec des troubles
psy lourd et on savait pas trop, comme ça circulait de l'après, au collège, en attendant le placement, en ITEP. Ça, c'est sur le premier constat sur les caractéristiques des jeunes. Et enfin, le deuxième constat que je fais, parce que ça n'a pas été, pour être honnête, complètement l'objet de nos recherches, mais en tout cas, la situation de sortir de la garantie jeune notamment, sans savoir de quoi va être fait mon avenir, sans savoir de quoi va être fait la suite, est source de grand stress et d'une grande insécurité. Et si on regarde leur trajectoire, c'est-à-dire que quand les jeunes enchaînent un dispositif, ces dispositifs ont toujours des temporalités limitées. C'est-à-dire que la garantie jeune, c'est 6 mois, vous reconduisez pour 6 mois, donc ça fait 1 an. Le foyer de jeunes travailleurs, c'est 1 an renouvelable une fois, donc vous y êtes pour 2 ans. Donc en fait, au moment, oui c'est vrai, plus ou moins, mais dans l'usage, on me parle, la référence des 2 ans, elle est quand même présentée comme la référence un peu maximale de temporalité. Mais tout ça pour vous dire que en fait, les jeunes ne peuvent pas poser leur valise pour une durée sur le moyen long terme. Et c'est aussi ça qui crée la circulation, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a une forme de discontinuité, il y a des temporalités hachées. Et ça, moi, ce que j'observe dans le discours des jeunes, enfin ce qu'on observe dans le discours des jeunes, c'est que c'est source d'une grande angoisse et d'un grand stress. Après, moi, je ne suis pas suffisamment outillée en psychologie pour connaître ce que ça produit en termes de maladies ou de troubles psy. Mais en tout cas, ça il l'évoque clairement. Et ce qu'on observe, c'est que du coup, les professionnels, ils évitent autant que possible ce qu'on appelle les sorties sèches en fait des dispositifs. Et c'est pour ça qu'ils enchaînent, ils font en sorte que le jeune enchaîne avec un autre dispositif. Parce que sa problématique aux jeunes, elle est profonde, comme je l'ai dit, elle est ancrée depuis longtemps. Et par moment, 1 an, ça suffit pas, quoi. Voilà. Est-ce que peut-être juste sur l'aller vers, parce que j'imagine qu'il y a des enjeux en termes d'aller vers, notamment sur le mentorat ou des choses comme ça, vous voulez éclairer, ou toi du côté ITEP? Ce qui venait d'être dit rapidement, c'est que les enfants et les adolescents qu'on accompagne, surtout dans les ITEP, ce sont des enfants qui ont majoritairement et pratiquement tous des troubles de la relation. Et cette question des troubles de la relation, que vous soulevez aussi dans la notion abandonnique, elle vient se réactiver constamment et l'institution la produit parfois. Et aujourd'hui, un des effets de la mise en œuvre du dispositif, et qui est plutôt positif, c'est de se dire on arrête les ruptures, puisqu'on était dans des dispositifs antérieurement qui étaient très institutionnalisés, avec des enfants et des adolescents, quand ils arrivaient à 16 ans, ils supportaient plus Carcan. Et donc, ils partaient. Aujourd'hui, avec la mise en place de ce dispositif, ça nous permet de continuer des accompagnements de manière très souple et adaptée, et de ne plus être dans cette rupture-là. Donc peut-être que ça va être un des effets positifs, et espérons-le, de cette nouvelle forme d'institution. Et peut-être que c'est ça aussi qui a été pensé, et pour justement permettre à ce que les choses ne soient plus dans ces ruptures, ou dans ces arrêts, ces arrêts secs, etc. Et moi, je voudrais juste rebondir aussi peut-être sur la question de la psychologie, c'est que, c'est cette accumulation en fait de parcours heurtés va avoir, comme conséquence aussi de nommer les résistances en fait des jeunes dans le langage de la psychologie. Et c'est ce que j'ai pu aussi observer avec les jeunes qui étaient, les très jeunes enfants qui étaient accompagnés pour des difficultés scolaires à la base, qui du coup voyaient en fait leurs difficultés relationnelles, d'abord en fait leurs difficultés scolaires psychologisées, puis qui engendraient en fait un isolement, puis du coup cet isolement entraînait des difficultés relationnelles qui elles-mêmes étaient psychologisées, et du coup en fait ces jeunes en fait étaient de plus en plus en fait relégués aussi bien par leur père que par l'institution scolaire. Et donc on voyait en fait la dégradation de leur carrière scolaire. Donc c'est aussi important de voir aussi les effets en fait de la psychologisation, notamment des résistances au dispositif, c'est-à-dire quand le jeune ou un parent résiste, refuse en fait une prise en charge. C'est souvent interprété par les acteurs comme un refus de soins, ou un refus de se sortir en fait de sa situation, donc qui sont à nouveau en fait responsabilisés.
On peut redonner la parole à la salle. Alors, j'ai vu des mains se lever pendant. François Chaubeau, je travaille sur les jeunes en errance. Et c'est au titre de ce public particulier, de jeunes en grande dérive, que je veux intervenir. Oui, certes, les rigidités institutionnelles fabriquent des ruptures qui alimentent des dysfonctionnements, enfin des difficultés psychologiques. Mais moi, de ma focale des jeunes en rupture institutionnelle précoce, les difficultés psychologiques étaient très clairement initiales et sous-jacentes, ce que vous disiez à propos des ITEP. Le problème, c'est que l'institution de protection de l'enfance en France n'est absolument pas équipée pour gérer ça. Les ITEP le sont encore. Les dispositifs ASOC, que ce soit les foyers ou, alors encore pire, les familles d'accueil, ne savent absolument pas faire avec des gamins qui ont des fonctionnements abandonniques et des grosses pathologies du lien. Donc, la solution qui est trouvée à chaque fois, c'est de les déplacer, parce qu'ils sont insupportables là et ça ira mieux ailleurs. Et évidemment, ça alimente encore plus leur fonctionnement et les rejets dont ils sont les objets. Mais j'insiste, méfions-nous alors je suis sociologue, mais je suis aussi infirmier psy. C'est aussi pour ça que j'ai ces deux points de vue. Méfions-nous du rejet au nom de la psychologisation. Oui, il y a des difficultés psychologiques sous-jacentes gigantesques qui agissent sur les comportements des individus, et manque de chance, les institutions rentrent là-dedans, en particulier l'institution de protection de l'enfance. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'une ou quelqu'un qui souhaite aussi faire une remarque, une discussion? Je ne veux pas vous... Non, toujours pas. Est-ce que vous voulez... C'est un débat absolument passionnant à avoir entre le poids du social et le poids du psychique. Et évidemment, dans les 13 minutes qui nous restent, on ne va pas résoudre complètement cette question, j'en suis sûr. Ceci dit, moi je suis dans une approche de sociologie un peu radicale sur ce sujet-là. C'est-à-dire, en gros, je crois dans la division du travail entre chercheurs et entre professionnels, et je prétends n'avoir absolument aucune connaissance et compétence à caractère psychologique, ou en tout cas je mets en scène cette absence de connaissances et de compétences à caractère psychologique pour me dire qu'est-ce que je vois avec mes lunettes de sociologue. J'ai déjà bien du mal à faire ce métier-là, et donc j'essaie de me focaliser. Et je voudrais rebondir précisément sur votre intervention, notamment parce que sur différents terrains, des jeunes dans différents espaces institués m'ont témoigné de leurs difficultés psychologiques présentes ou passées. Et ce que j'observe, c'est que ça n'a pas les mêmes effets, et la variable centrale, elle est sociale. Quand je suis en mission locale et qu'on interroge des jeunes en difficulté, leurs difficultés psychiques, c'est pas ça qui les conduise à aller à la mission locale. C'est surtout des difficultés sociales, claires, de rupture scolaire, de rupture sociale, de difficultés de lien avec la famille, de difficultés avec l'ordre en tout genre. La rupture scolaire, c'est une rupture où vous êtes fait mettre à la porte. L'impossibilité d'accéder à un logement, c'est souvent aussi lié à une relation à l'institution. Quand je fais une enquête à l'école 42, vous savez, cette école privée du numérique montée par un milliardaire qui annonce des scores incroyables de réussite analysés en termes d'insertion professionnelle à la sortie de l'école, je tombe sur des tas de jeunes gens qui me disent comme leur vie a été transformée par cette école, parce que jusque-là, ils étaient mis à l'écart de l'école, qui ne leur parlait pas à eux, parce qu'eux-mêmes avaient des difficultés avec l'institution et avec l'ordre scolaire, parce qu'eux-mêmes étaient nombreux à être parmi ceux qui ont été traités plus tard comme étant des enfants précoces. Et je trouve ça drôle parce que, d'une certaine manière, j'ai jamais aucun gamin de mission locale qui m'a dit « Moi, vous savez, j'ai été détecté comme étant précoce ou haut potentiel intellectuel ou
j'étais pas moi-même habitué à l'ordre scolaire parce qu'en fait je pensais trop vite, j'allais trop vite, l'institution allait pas avec ma façon de penser. J'ai des gamins qui sont écrasés, qui ont été écrasés par une série de mauvaises rencontres institutionnelles d'un côté et qui sont culpabilisés pour ça, versus de l'autre côté, j'ai des jeunes vainqueurs à l'école 42 qui se préparent au métier du code, à devenir des start-upers parfois. Et dans les deux cas, ils énoncent bien des difficultés psychiques, des difficultés à l'ordre institutionnel, mais en même temps, on voit qu'elles sont de nature très différente parce qu'ils ont été étiquetés de manière très très différente. Alors je ne dis pas que par ailleurs, ils ont des... Je suis incapable, encore une fois, je suis incapable de dire qui a vraiment des difficultés psychologiques ou psychiatriques et qui n'en a pas dans tout ça. Mais ce que j'observe, c'est que la façon dont les institutions les étiquettent, la façon dont les institutions les prennent en charge, la façon dont ce rejet ou cette mise à l'écart de l'institution fonctionne, c'est très 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 différent. Et du coup, on a une séparation très forte. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis, au fond, on a sans doute des institutions qui ont beaucoup de choses à faire pour penser le psychique et le psychiatrique. Mais en fait, une des causes centrales aux problèmes qui sont les nôtres, c'est évidemment, c'est évidemment lié à des formes d'inégalités structurelles qui se reproduisent dans la société contemporaine. C'est évidemment une école qui est incapable de lutter contre les inégalités dans l'état actuel des choses. Et c'est parfois, au nom de ce qui a été dit sur le New Public Management, y compris les professionnels de l'accompagnement, de l'insertion, de l'éducation, qui sont placés dans l'incapacité de, pour de vrai, proposer un accompagnement émancipateur. Et au contraire, sont au sommet d'aller vite, de mesurer leur temps et de cocher des cases et de mettre des croix dans des cases. Et donc voilà, moi je me concentre sur ce que je sais un tout petit peu faire, et du coup voilà pourquoi je me centre sur la question des inégalités sociales, la question du politique et des institutions, sans nier bien sûr l'existence de ces difficultés. Oui, peut-être simplement pour revenir sur la question des effets de la discontinuité éducative et des institutions qui sont pour partie prenante en fait du renforcement de ce qui peut exister avant. Il y a le terme de désinstitutionnalisation qui a été employé, et il me semble me souvenir dans le numéro, et nous l'écrivons aussi dans l'ouvrage, que on a plutôt tendance à discuter sur l'hyper-institutionnalisation en fait de ces jeunes qui sont placés, déplacés, replacés, c'est-à-dire que ils voient tellement d'institutions, de dispositifs, de référents éducatifs que, comme ça a été dit, il peut y avoir une mise en récit biographique, une mise en scène presque parfois biographique, et un accès qui a priori pourrait laisser penser qu'il est facile à l'histoire de ces jeunes, etc., parce qu'eux-mêmes se racontent très très vite parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Et donc on a vraiment ce jeu d'hyper-institutionnalisation avec des jeunes qui ont une connaissance finalement, qui ne se souviennent pas de tout, mais qui ont une connaissance en fait assez fine de tous les plis institutionnels par lesquels ils passent à force d'y passer. Et nous, on a même des jeunes sous main de justice qui connaissent mieux le droit que leurs référents éducatifs ou parfois leurs avocats. Ça peut arriver parfois qu'on a un jeu comme ça qui se met en place. Et donc, on a cette hyper-institutionnalisation. Et de fait, on a vu, alors c'est vraiment là aussi, je parle à partir des jeunes sous main de justice, mais on observe, nous, ce qu'on a appelé un peu rapidement de manière exploratoire, la construction de dispositions à la rupture. C'est-à-dire que les jeunes, à force d'être déplacés, parfois, on observe que eux-mêmes provoquent, par certains aspects, la rupture, l'interruption de relations éducatives ou de références éducatives, et cherchent, je mets des guillemets bien sûr, le placement ou le déplacement. Et alors je sais pas, c'est là où effectivement on n'est pas nous outillés en psychologie, je sais pas ce qui relève de la psychologie ou des jeux de rapport entre des individus et des institutions et des groupes, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose autour de la rupture et parfois de la mise en scène de cette rupture jusqu'à l'outrance, et le fait de faire valoir ces interruptions dans l'entre-soi des jeunes aussi, parfois ça peut jouer comme ça, il y a un jeu qui peut s'opérer. Et donc c'est des choses qu'on a pu observer.
Et donc on a quand même, c'est ce que je disais, mais on a quand même un paradoxe, et on a des jeunes qui sont dans des mal-être pas possibles, mais on a aussi des professionnels qui ont quand même le sentiment à un moment donné qu'on a des effets de système qui jouent contre eux et contre leur travail quand effectivement ils ont pour objectif de travailler à un renforcement de la continuité éducative et que le système parfois provoque énormément de discontinuité éducative, des mises en relais d'informations qui ne se font pas entre références éducatives, et quand on fait rentrer la prison là-dedans et l'administration pénitentiaire dans tout ça, ça crée des effets encore supplémentaires où on peut avoir des éducateurs référents ou des éducatrices référentes qui travaillent en prison et qui découvrent le déplacement de leurs gamins sans en avoir été alertés parce que la pénitentiaire a fait le travail de déplacement d'une prison à l'autre. Voilà, parce que c'était une perspective, il y avait danger visiblement au sein de l'économie carcérale. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement il y a pour nous hyper-institutionnalisation et puis la constitution de ce qu'on peut appeler des dispositions à la rupture parfois, au-delà des antériorités psychologiques ou psychiatriques des jeunes. Les systèmes parfois renforcent pour beaucoup les effets. Voilà. Voilà, on est à 3 minutes de la fin. Ce que je voulais dire, bon, déjà, je voulais vous remercier pour voilà, la richesse du propos et que l'ambition qu'on avait avec François quand on s'est lancé dans ce projet, c'est de faire contribuer des collègues qui ont travaillé sur d'autres dispositifs que les nôtres, ce qu'on observait, et de voir ce qui se jouait aussi dans les autres dispositifs. Et en vous écoutant, en lisant les auteurs et les autrices du numéro, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose qui fait système. Et je pense que très modestement, avec François, on en est qu'aux prémices en fait de penser l'outillage à la fois théorique de comment on pense ce que fabriquent les dispositifs et cet état social en acte sur les jeunes. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses quand même qui traversent les terrains, qui traversent les enquêtes, qui traversent les regards, que sont l'accès aux droits des jeunes, la sélection des publics au sein des dispositifs qui posent la question des inégalités sociales, ces déplacements de différentes natures, la dimension socialisatrice de la relation d'accompagnement et l'individualisation des problèmes sociaux. Alors là, tout de suite, j'ai envie de faire un deuxième numéro. Yeah. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'être là ce soir et de nous avoir écoutés. Ouais, donc merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes d'être venus. Merci à vous d'être venus. La prochaine conférence débat se tiendra à Rennes, donc pour les Bretonnes et les Bretons, ou si vous connaissez des gens en Bretagne. Et elle portera sur les politiques locales de jeunesse, qui, quelque part, sont une continuité des enjeux entre parcours des jeunes en institution et politique publique. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.